Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Rue de la République en compagnie de notre invité politique aujourd'hui, David Dithier. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis aux côtés de Christophe Casanova de la Marseillaise pour recevoir donc le vice-président de la métropole délégué au logement, à l'habitat, à la lutte contre l'habitat indigne. Vous êtes également adjoint au maire de Salon-de-Provence. Je confirme. Voilà, vous confirmez. Alors, on vous reçoit à la suite de la visite de la ministre du Logement à Marseille. C'est une étape évidemment obligée. La ministre qui a découvert un patrimoine, ou en tout cas un état des lieux assez différent, entre Marseille et certaines villes du département. La situation n'est pas uniforme et vous avez la charge au niveau métropolitain de cet ensemble qui est un peu hétéroclite, on va dire. Oui, j'ai souvent tendance à dire que sur ce territoire, dans notre métropole, à Marseille et dans les 91 autres communes, on cumule un peu toutes les difficultés en matière de logement. On a du patrimoine ancien qui est dégradé, et notamment dans les cœurs de ville et à Marseille en premier lieu évidemment. On a de grands ensembles et de grandes copropriétés qui se fragilisent, et on a en même temps une panne de la production de logement social et de logement tout court. Donc on cumule un peu toutes les difficultés et on a un peu tous les fronts à mener ensemble. Vous venez de donner le sommaire de notre émission Très en bien. Quelques instants, voilà. David Dithier. Merci, à la semaine prochaine. En tout cas, je reviendrai la semaine prochaine pour commenter le sommet. Allez-y. Ce que je constate, moi, en tant que vice-président logement, et dans la foulée du travail et de la mission que m'a donnée la présidente de la métropole, c'est qu'aujourd'hui, les 92 communes de la métropole travaillent ensemble et élaborent ensemble une politique publique en matière de logement. Ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. On héritait des choix des anciens territoires. Chaque commune essayait de répondre à la mesure de ses moyens au regard de ses difficultés. Aujourd'hui, on dispose d'un programme local de l'habitat qui a été voté à l'unanimité et qui envoie des messages très forts, et notamment le fait de relancer tous ensemble la production de logements, de traiter encore plus fort l'habitat ancien et l'habitat dégradé. Ce sont des choix politiques et qui envoient des signaux extrêmement puissants. Ici, sur ce territoire, il y a désormais une politique publique commune. Alors, sur le choix politique, Christophe Casanova. Sur le choix politique, peut-être on peut noter aussi sur cet aspect-là, c'est la question de l'entente avec la ville de Marseille, qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a d'abord un poids des réalités. Je pense que le drame de la rue d'Aubagne a obligé l'ensemble des acteurs publics à trouver des moyens, non pas d'avancer ensemble, mais de réussir ensemble. Et ça crée, et je le ressens en permanence dans ma délégation, une obligation de réussir qui nous met tous un peu au pied du mur. Et face au mur, de regarder les réalités ensemble. Et ces réalités, elles n'ont pas réellement de couleur politique. Quand il faut mettre en place le permis de louer, on peut tous agiter des choix politiques, des tendances politiques, mais il y a une réalité. Quand on le met en place à Noailles, on ne peut pas contester le fait qu'il y a un parc potentiellement indigne important et que le permis de louer est une solution pour y répondre. Donc il y a quand même un poids qui justifie, je crois, que chacun, au pied du mur, trouve des solutions. Et puis, il y a aussi une complexité de ce domaine, du logement. On va le voir, je pense, tout au long de l'interview et dans tous les papiers, dans tous les reportages que vous pouvez faire. Ce domaine est extrêmement complexe. Et donc, les enjeux politiques s'effacent parfois derrière la complexité du sujet. Tirer une ligne de tramway peut susciter auprès de chacun un avis. La manière dont on met en œuvre le permis de louer, c'est beaucoup plus complexe à appréhender. Mais je crois que c'est avant tout cette obligation de réussite qui impose qu'on arrive à travailler ensemble. On y parvient à Marseille, mais on y parvient aussi dans les autres communes du territoire. C'est un électrochoc, finalement, la rue d'Aubagne, pour tous les maires que vous connaissez. Tout le monde se dit, ah mince, c'est chez moi, ça peut arriver. Exactement. Et moi, j'étais pas vice-président à l'époque. Je n'étais qu'élu de Salon-de-Provence. Mais on a tous levé la tête dans nos villes en se disant que ce que subissait Marseille existait peut-être aussi ailleurs et peut-être que nous-mêmes, nous n'y accordions pas l'attention qu'il fallait y accorder. Et donc, ça a mis tout le monde, je pense, au pied du mur avec une obligation de réussite qu'on essaie aujourd'hui de porter dans nos actes concrets. Alors, ces actes concrets, ils se traduisent avec la SPLAIN, la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, j'ai réussi à le dire. Bravo. Presque d'un coup. Vous avez commencé par la rue d'Aubagne, vous avez un programme qui est vaste, On en est où d'abord ? Est-ce qu'on va commencer à voir sortir de terre un certain nombre de programmes ? Alors, la SPLAIN, c'est quoi pour vos lecteurs et vos auditeurs ? C'est la société publique qu'on a créée, État, ville, métropole. La métropole est l'actionnaire majoritaire parce que c'est notre compétence, mais c'est bien une entente partagée entre l'État, la métropole et la ville de Marseille pour lequel la SPLAIN va traiter une grande partie des sujets d'habitat indigne. L'objectif, c'est de créer une société avec une équipe chargée de traiter tous les sujets d'habitat ancien dégradé, et notamment dans les cœurs de ville. On ne va pas construire des logements, on est là pour réhabiliter de l'habitat ancien, et de l'habitat ancien qui était de l'habitat privé. On ne va pas réhabiliter le logement social, on va réhabiliter du parc qui était celui de propriétaires privés
privée, qui n'avait pas été entretenue et qui a généré les incidences qu'on a connues, notamment rue d'Aubagne. Et donc notre mission depuis 2021, depuis que la SPLAIN est rentrée en fonction, que j'en suis le président et que les équipes ont commencé à être recrutées, c'est de mettre en œuvre toute cette politique publique de réhabilitation et de résoudre cet habitat indigne, notamment dans nos centres-villes. On avance bien. D'abord parce qu'il y a une harmonie dans les choix qui sont faits par l'État, la ville et la métropole autour de la SPLAIN. Toutes les décisions ont toujours été votées à l'unanimité dans le conseil d'administration de la SPLAIN et ça traduit ce que l'on disait juste avant. Où on en est, aujourd'hui la SPLAIN, elle intervient d'abord sur Marseille, elle va s'étendre peu à peu sur les autres communes du territoire, mais d'abord à Marseille. Et d'abord à Marseille, dans le centre-ville de Marseille, là où est concentré ce parc ancien dégradé. Aujourd'hui, la SPLAIN est propriétaire à date de 77 immeubles. Et nous sommes financés notamment par l'État pour aller jusqu'à 180 immeubles dans les années qui viennent. Donc nous en avons déjà acquis 77. Les immeubles qui jouxtent ceux qui se sont effondrés rue d'Aubagne, bien sûr, mais aussi toute une série d'immeubles dans des rues bien connues des Marseillais, rue Bernard Dubois, rue Jean Roch, avec des séries d'immeubles qui étaient frappés de péril et dont les rues parfois étaient fermées. Et donc la SPLAIN va réhabiliter ces immeubles, ce qui va nécessiter un apport financier conséquent qui est apporté par l'État dans le cadre de l'ANRU et par la métropole ou par Euroméditerranée sur le secteur d'Euroméditerranée. Nous finançons ces réhabilitations et nous transmettons ce patrimoine à des bailleurs sociaux qui peuvent développer du logement social. Et pour vous donner la bonne nouvelle, les premiers chantiers ont démarré. Nous les avons lancés officiellement en novembre avec 4 immeubles de la rue Jean Roch qui sont officiellement entrés en chantier et que la ministre du Logement est venue visiter elle-même vendredi pour se rendre compte du travail important qui est fait. Et d'ici le mois de juillet, c'est 15 immeubles qui vont entrer en travaux sur les 1er, 2e et 3e arrondissements de Marseille. Donc 15 opérations de travaux concrètes que les Marseillaises et les Marseillais vont pouvoir voir. Et les chantiers vont donc se dérouler avec, d'ici la fin de l'année, la mise en chantier des immeubles de la rue d'Aubagne. On est aujourd'hui dans le concret et on avance dans ce chantier historique. Avec les premiers habitants qui pourraient rentrer dans ces immeubles, on a une échelle, on a une échéance ? Les premiers immeubles, c'est la rue Jean Roch. On espère que ce sont des travaux, je veux le redire à cet instant, qui sont extrêmement lourds. Ce qu'on se dit souvent, c'est que les immeubles qu'on traite, sur une échelle de dégradation de 1 à 10, nous, la SPLAIN, on traite des immeubles qui sont au-delà de 7. C'est-à-dire qu'ils sont devenus totalement inhabitables, où toute la structure est à reprendre. Donc les travaux sont extrêmement lourds, donc c'est à chaque fois en moyenne 2 ans de travaux. Donc on espère que les premiers habitants pourraient rentrer rue Jean Roch en 2027. Et je veux le dire, dans des logements sociaux d'extrême qualité, puisque l'objectif de la SPLAIN, c'est pas seulement de réhabiliter, c'est de retrouver de la qualité dans l'habitat. Et il se trouve que ces immeubles qui ont parfois 4, 5, 6 siècles d'histoire étaient à l'origine des immeubles extrêmement qualitatifs, traversants, vertueux, avec des pièces de bonne surface. Et donc, on va essayer de retrouver aussi cette qualité d'habiter dont on a besoin en centre-ville. Est-ce qu'on est sûr, David Itier, qu'un drame tel que la rue d'Aubagne ne se reproduira plus sur le territoire métropolitain aujourd'hui ? Je suis incapable de vous répondre à cette question, ou en tout cas de rassurer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe des outils sur ce territoire d'une puissance inégalée. Le permis de louer, l'intervention de la société publique, des inspecteurs de salubrité qui viennent contrôler le logement, des communes qui se sont dotées aussi d'équipes techniques pour suivre les arrêtés de péril. Tout est fait aujourd'hui dans ce territoire pour éviter les drames et pour éviter les situations d'indignité. Mais ce qui est arrivé rue d'Aubagne peut arriver parce que dans la masse des immeubles qui peuvent être concernés, nous n'avons pas l'autorisation d'aller tous les visiter. Et on parle bien d'habitat privé. La force publique, en dehors du permis de louer, n'a pas autorisation à pousser une porte et à aller contrôler les logements. Sur ce permis et donc de louer, peut-être qu'il y a des logements extrêmement dégradés dont on n'a pas connaissance. Mais aujourd'hui, tout est fait sur ce territoire et en tout cas par les équipes de la métropole pour l'éviter. Sur ce permis de louer, du coup, on est sur un dispositif qui a été mis en place du coup sur Noailles, qui aujourd'hui est étendu. On en est où ? Est-ce qu'il va s'étendre encore ? Il a déjà rejoint d'autres communes du territoire ? Oui, ce permis de louer, il existe depuis 2019 dans notre métropole et ça avait été une des premières décisions à l'époque de la métropole et de sa présidente au lendemain des effondrements de la rue d'Aubagne pour mettre en place des outils concrets. Il s'applique donc à Noailles, il s'applique aussi bientôt à d'autres secteurs de Marseille, notamment sur la Belle de Mai et sur Roche-Versailles, sur les secteurs d'intervention prioritaire du centre-ville. Et il s'est développé dans des communes hautes de la métropole, Martigues, Istres, Aubagne, La Ciotat, Septème, Pertuis. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, au moins sur la résidence des facultés. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres concrets, depuis 2019 et petit à petit avec l'extension, la métropole a aujourd'hui rendu 2000 avis dans le cadre de ce permis de louer. Ça veut dire que 2000 fois, des inspecteurs de la métropole sur ces secteurs ont été rendre visite à ces immeubles
lorsqu'un propriétaire devait le mettre en location pour s'assurer que les critères de décence étaient rendus. Sur ces 2000 logements qui ont été visités, les permis de louer ont été donnés ou non. Et ce qu'on constate aujourd'hui, notamment à Marseille, c'est que le permis de louer commence à produire des effets. 2 chiffres là-dessus. Quand le permis de louer a été mis en œuvre à Noailles, 1 visite sur 3 conduisait à un refus de permis de louer parce que la situation du bien était vraiment extrêmement dégradée. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1 logement sur 5 à Noailles qui fait l'objet d'un refus. C'est la preuve que petit à petit, on a commencé à résoudre des situations. Et deuxième chiffre qui, pour moi, est le plus important, sur les 2000 logements qui ont été visités, tous les biens qui ont fait l'objet soit d'une réserve, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas être loués sans petits travaux, soit des biens qui ont fait l'objet de refus, il y a 800 logements pour lesquels on n'avait pas donné un feu vert, c'est-à-dire un feu orange ou un feu rouge. Il y a 800 logements qui, par la suite, ont fait l'objet de travaux, ont été revisités et ont pu faire l'objet d'un permis de louer positif, ont été remis à location. Ça veut dire que le permis de louer, c'est un outil puissant, mais qui nous permet aujourd'hui, dans ces zones où il est appliqué, de changer la vie. C'est-à-dire que nous, on s'assure que les logements, quand les propriétaires jouent le jeu, et on fait en sorte et s'ils jouent pas le jeu, s'ils jouent pas le jeu, les sanctions tombés, elles tombent. C'est la Marseillaise qui a sorti ça cette semaine. Effectivement, les sanctions elles tombent et aujourd'hui c'est la métropole et donc nous n'avons aucun problème à signer des amendes pour des propriétaires qui ne respectent pas le jeu. Ça change que les contrôles existent, ils sont poussés, on accompagne les propriétaires, mais celui qui joue pas le jeu, on le trouve, et on le trouve notamment, et je veux le dire, grâce à une convention inédite que la métropole a signée avec la CAF, puisque aujourd'hui nous avons connaissance sur les zones où le permis de louer est mis en place de toutes les demandes d'APL qui sont faites auprès de la CAF, ce qui nous permet de dire, tiens, il y a un locataire qui vient de demander l'APL, mais nous, le propriétaire, nous avait pas demandé le permis de louer. On saisit le propriétaire en lui demandant de régulariser. S'il régularise pas et s'il ne répond pas, il y a une amende qui tombe. La présidente de la métropole en a déjà signé 6, puisque nous sommes désormais compétents là-dessus ces dernières semaines, et je peux vous dire que d'ici cet été, d'autres amendes vont tomber. Ça veut dire que, on contrôle avec un dispositif puissant, et le propriétaire qui ne veut pas se soumettre à cette règle, nous, par contre, on est impitoyable. L'autre gros dossier que vous avez à gérer, vous l'avez dit, c'est celui des copropriétés qui sont dégradées. Oui. Il y en a une trentaine, je crois, dans la métropole. Ça vous tire particulièrement souci. Et là aussi, c'est très, très délicat d'intervenir. Oui. Je crois, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le formule, ce sujet des grandes copropriétés, donc on parle encore d'habitat privé, non pas d'habitat social, mais de copropriété privée, c'est-à-dire aux mains de propriétaires privés, et de grands ensembles. On parle de Corot, on parle des Rosiers, on parle à Aix des Facultés, on parle à Berlétan de la Mariélie. Ces grandes copropriétés-là, c'est aujourd'hui dans ma délégation et aujourd'hui à la métropole le sujet qui nous inquiète le plus, pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'il est extrêmement complexe à traiter. On est non seulement face à de la propriété privée, mais à de grands ensembles. C'est-à-dire que quand vous traitez le sujet des Rosiers, vous avez 700 logements, la copropriété des Rosiers, et potentiellement autant de copropriétaires en face. Donc réunir une assemblée générale dans ces conditions et traiter les sujets, c'est extrêmement compliqué. Quand on travaille sur le centre-ville, on est sur de la petite copropriété. C'est déjà complexe. Mais alors à l'échelle de 700 logements, c'est aujourd'hui dans le cadre réglementaire et législatif français extrêmement compliqué, voire parfois impossible. Et le deuxième sujet, c'est que on concentre là une masse de population qui est colossale. Aujourd'hui, sur la métropole, il y a effectivement 32 ensembles immobiliers dont nous disons qu'ils devraient être dans un programme d'intérêt national sur le traitement des copropriétés dégradées. Et je vais vous dire où on en est, mais ces 32 copropriétés, dont 3 hors Marseille, elles concentrent des milliers de familles. Et donc ces copropriétés-là, quand on les traite, on gère et on traite le problème concernant des milliers de familles. Si demain, il faut évacuer un immeuble dans le centre-ville, on a 4, 6, 7 familles à reloger. Si demain, il faut dire, on doit reloger sur l'ensemble d'une grande copropriété, l'ensemble des familles, c'est des milliers de familles à reloger. Donc le problème est extrêmement complexe et je trouve qu'aujourd'hui, malgré l'engagement de tous sur ces sujets, malgré le travail qui est porté notamment par la métropole, malgré les financements nationaux depuis des années, on n'est pas encore en mesure de traiter le problème dans son ampleur et dans sa masse. Et notamment sur le sujet, je pense que vous allez m'interroger sur le sujet de l'Orcodienne et du programme d'intérêt national. Exactement. Ça permettrait d'avancer plus... Oui. On a un sujet de financement et on a un sujet de méthode d'intervention. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'il y a une volonté très forte de l'État d'aboutir sur ce qu'on appelle l'Orcodienne. C'est quoi l'Orcodienne ? C'est de dire quels sont les ensembles dans lesquels le problème est le plus compliqué à résoudre et sur lequel il faut qu'on mette tous les moyens juridiques, techniques, d'appropriation publique, financier, etc. L'accord de l'État qui avait été donné par le ministre du Logement Klein à l'époque, c'était que 4 ensembles marseillais soient concernés.
d'ici l'été, je pense que l'État, en lien notamment avec l'établissement public foncier, avec le soutien de la métropole et de la ville, aura fait aboutir ces dossiers pour que le Conseil d'État soit saisi et reconnaisse l'intérêt national sur ces 4 grandes copros. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons à la métropole, c'est que dès aujourd'hui, on se dote d'une méthode qui soit claire, cohérente pour traiter l'ensemble de ces copropriétés. Si je peux faire un parallèle, aujourd'hui sur le centre-ville de Marseille, on a écrit une méthode d'intervention ensemble. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on ne peut pas intervenir sur tout l'habitat privé, on ne peut pas s'approprier tout cet habitat privé, on doit se concentrer sur le plus dur, environ 20%, comment on le finance, on destine à du logement social. On a déroulé une méthode validée par tout le monde et aujourd'hui, la SPLAIN peut dérouler cette méthode. Aujourd'hui, sur les grandes copropriétés dégradées, on accumule des interventions portées notamment par la métropole et financées par la métropole et l'État, mais je ne suis pas capable de vous résumer en 2 minutes la méthodologie d'intervention sur les grandes copropriétés dégradées. Et ce qui m'inquiète le plus et qui doit tous nous inquiéter, c'est qu'il y a des copropriétés dégradées dans lesquelles on enchaîne depuis 20 ans ce qu'on appelle des plans de sauvegarde, qui doivent normalement, dans l'état actuel du droit en France, permettre de remettre une copropriété en bon état de marche. Il y a des copropriétés dans lesquelles, depuis 20 ans, on en est au 3e plan de sauvegarde. Donc c'est la preuve qu'on n'arrive pas à résoudre le problème de fond. Et donc ce qu'on souhaite à la métropole, et on a proposé une organisation qui devrait pouvoir être annoncée dans les prochaines semaines, c'est qu'on se dote de cette feuille de route et de cette méthodologie d'intervention, notamment dans les 32 grandes copropriétés du programme d'intérêt national. En tout cas, même sur ce sujet, à petits pas, on avance et on se met en ordre de marche pour traiter ces sujets. David Itier, vice-président de la métropole, on va parler des productions de logements sociaux, puisqu'on le sait, on a 55, je crois, Christophe, 55 000 demandes de logements sociaux qui ne sont pas satisfaites, et on en a des maires qui se permettent de ne pas satisfaire la loi SRU, qui recommande d'avoir 25% de logements sociaux sur leur territoire, qui préfèrent payer des amendes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau métropolitain ? Vous les encouragez, ces maires, à ne pas respecter la loi ? Moi, ce que j'encourage, c'est à ce qu'on trouve des solutions ensemble. La production de logements aujourd'hui, elle est grippée pour plein de raisons. Et pas simplement, comme je l'entends parfois, parce que des maires ne veulent pas signer des permis de construire. La preuve. Certains l'affichent comme une volonté politique. Je parle d'Allo, par exemple. Pas chez moi. Le maire d'Allo, il dit pas je veux pas produire de logement. 1, il dit c'est compliqué, et 2, je veux pas le produire dans n'importe quelle condition. Et moi, je ne jetterai jamais la pierre à un maire qui dit je veux maîtriser les logements qui vont être faits, je veux pas construire n'importe comment. Mais pourquoi d'autres l'ont fait, David Itier, à une certaine époque? Il n'y a pas des maires plus forts que d'autres ou moins forts que d'autres? Non, mais aujourd'hui, il y a des conditions qui font que, à l'échelle métropolitaine, moi, ce que je constate, c'est que les difficultés de production, elles sont partout, qu'il y ait une volonté politique ou non. Est-ce qu'à Marseille, il y a une volonté politique de ne pas produire du logement social? Non. Je pense que le maire de Marseille dit régulièrement qu'il veut produire du logement et du logement social. De la tutelle, mais effectivement. Est-ce qu'il atteint ses objectifs et est-ce que l'État considère que à Marseille on est vertueux en matière de production? Mais Marseille n'est pas carencé. Mais Marseille n'est pas carencé, mais est aujourd'hui surveillé parce que la production est insuffisante. Donc, ce que je veux sur ces sujets, en tout cas personnellement, c'est qu'on ait un peu de mesure. Aujourd'hui, produire du logement, c'est compliqué. Parfois, il peut y avoir des volontés politiques plus ou moins fortes, mais personne n'a la clé aujourd'hui pour produire facilement du logement social. Martine Vassal disait que ça devait être métropolitain avec une solidarité métropolitaine. Ça veut dire que certaines communes, à la limite, compenseraient la défaillance d'autres ? En tout cas, nous, ce qu'on inscrit dans les documents aujourd'hui, ce qu'on a inscrit dans le PLH, ce qu'on a inscrit dans le SCOT, c'est que la production du logement, elle doit se faire en cohérence avec d'autres politiques publiques, l'emploi, les transports, et que ça sert à rien d'aller développer du logement à des endroits où les habitants n'ont ni accès au transport, ni accès à l'emploi. Donc déjà, ça permet de mesurer où est-ce qu'on produit le logement, et le PLH, comme le SCOT, porté par le Premier ministre Pascal Monteco, vont dessiner demain un territoire dans lequel on essaie de renforcer les centralités urbaines. Premier élément, ça sert à rien de construire du logement partout, c'est pas parce qu'on a du foncier à des endroits qu'il faut aller produire sans réfléchir à tout le reste. Deuxième élément, notre rôle à la métropole, c'est d'accompagner les communes pour trouver des solutions. Et moi, ma tâche au quotidien et la mission que me donne la présidente, c'est, avec toutes les communes, et notamment avec les communes 40C, d'étudier toutes les solutions pour produire du logement et du logement social. Quand on est dans une petite commune, où le foncier est rare ou parfois très cher, c'est pas la même chose que quand on est dans une grande centralité. On n'a pas les mêmes outils de production à Salon de Provence, qui est la commune dont je suis adjoint au maire, qu'à Marseille, et encore moins qu'à Allo ou dans d'autres petites communes. Comment on réalise la mixité alors que si aujourd'hui, on est en train de trouver toutes les solutions. On concentre les problèmes dans les mêmes endroits, on est bien d'accord? Non. On est en train de trouver toutes les solutions qui consistent à dire, peut-être que dans des villes comme Allo, parce que vous la citiez tout à l'heure, mais on pourra en citer d'autres, il faut qu'on accélère en matière de réhabilitation d'habitat dans le cœur de ville et que peut-être on fasse du logement social dans le diffus. Aujourd'hui, on étudie toutes les solutions, mais je ne voudrais pas sur ces sujets qu'on fasse croire un jour que c'est simple et que quelqu'un a la clé miraculeuse pour produire du logement. Même quand il y a une volonté politique aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et ce que je regrette, et j'en termine par là,
sur la loi SRU, si en tout cas moi je considère qu'il doit y avoir une évolution, c'est que pour moi c'est une loi aveugle, dans le sens où, quel que soit le retard pris par la commune, quelle que soit la taille de la commune, c'est 25% pour tous et point barre. Ça veut dire qu'on peut s'engager dans des processus de discussion avec l'État et signer des contrats pour aller ou tendre vers. Pour être dans la boucle de ces discussions, c'est extrêmement compliqué. Et dans ces contrats de mixité sociale, on peut s'y engager sur preuve que dans les 2 ans, on va être en capacité de signer des permis. C'est pas si simple que ça, en fait. L'équation, honnêtement, est compliquée. Moi, mon rôle, et en tout cas, c'est le rôle de la métropole, et la présidente a eu raison de le dire, nous, on est là pour accompagner les communes et trouver des solutions. Et j'espère qu'on pourra montrer dans les années qui viennent qu'on a réussi à dynamiser cette production et qu'au lendemain des élections municipales, la production de logements, y compris social, va être relancée. En tout cas, c'est ma tâche au quotidien. Alors, vous avez lâché le mot des municipales, on voulait vous poser plein de questions. Malheureusement, vous avez une ambition pour les prochaines municipales? A priori, Nicolas Isnard devrait repartir, on ne sait pas. Alors, en tout cas, rapidement, s'il vous plaît. Le maire de Salon dit généralement que si les élections avaient lieu dimanche, il serait candidat. Et donc, je lui dis que s'il est candidat dimanche, je serai volontiers de nouveau partant dans cette équipe pour qu'on continue à réussir notre commune. David Dittier, qu'est-ce que la République pour vous? C'est la question signature de notre émission. Pour moi, la République, c'est peut-être l'abolition des privilèges. C'est un peu l'espérance que chacun, quel que soit son niveau de vie, les conditions dans lesquelles on est né, que chacun puisse accéder à des fonctions, à des responsabilités et puisse avoir une vie digne. Et je pense que là-dessus, le logement social est peut-être l'une des mises en œuvre de cette promesse. Le préfet de région faisait un exercice lors du dernier comité régional de l'habitat en demandant à tous les bailleurs, à tous les préfets qui étaient réunis autour de la salle, qui avait déjà vécu dans un logement social. Et au moins la moitié de la salle a levé la main. Et il a eu cette réplique intéressante de dire, vous voyez, ce logement social, c'est celui qui vous a peut-être permis un jour d'être bien logé et d'accéder aux responsabilités qui sont les vôtres. C'est la preuve que le logement social, ça peut être aussi une des fiertés de notre République et une condition de l'ascenseur social. David Dittier qui arrive à ramener la définition de la République à sa délégation de vice-président à l'habitat, à la métropole, vous voyez que ça m'habite, sans faire de jeu de mots. Exactement, extrêmement bien habité. Merci à Christophe Casanova de Marciez de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci David Dittier d'avoir été en notre compagnie. À la semaine prochaine. Merci à vous.